Voilà. En tout cas, bon, merci de cette invitation et bravo pour cette initiative. Donc, je suggère de parcourir avec vous les 40 dernières années du Moyen-Orient sous la prisme de violence. Mais je partirai peut-être de deux autres guerres très rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. La guerre de Péloponnèse, 431-404, et la guerre de 30 ans, 1618-1648. Dans les deux cas, on sait qu'il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, il n'y a pas eu une seule guerre avec plein de batailles. Il y a eu une multiplicité de conflits, de contestations violentes, de conflits armés, de batailles entre telle ou telle force, telle ou telle principauté. Et à un moment donné, tout ceci a tellement interagi, ces conflits, qui n'avaient pas nécessairement les mêmes raisons, le même contexte d'émergence, les mêmes dynamiques, ont tellement interagi que les historiens ont fini par parler d'une guerre de Péloponnèse et d'une guerre de 30 ans. Et je crois que concernant le Moyen-Orient, on se trouve aussi un peu dans une situation analogue. Depuis 1979, au Moyen-Orient, on assiste à une situation de guerre pratiquement permanente. Je reviendrai sur cette notion de Moyen-Orient qui ne va pas de soi. Des conflits armés, des conflits interétatiques, des conflits liés à une violence politique ou sociale, une dimension religieuse, eschatologique qui est très très nette, et en même temps, ces conflits finissent par interagir, ça se détache en quelque sorte de leurs origines, de leur contexte initial, pour exercer des effets transformateurs qui ont un impact sur la totalité des sociétés. Qu'est-ce qui s'est passé en 1979 Sur l'année 1979, maintenant, il y a un très bon livre de Frank Bush, voilà, effectivement, qui a été une année extrêmement importante dans l'histoire du monde, pas au Moyen-Orient uniquement. L'élection de Margaret Thatcher, par exemple, est le début du néolibéralisme, le début de l'idée que la société ne compte pas, c'est l'individu qui compte. En 1979, on assiste à la fin du maoïsme en Chine. 1979, c'est la fin du génocide khmer au Cambodge. Donc c'est vraiment une année extrêmement importante. Et au Moyen-Orient aussi, on a 4 événements qui sont des événements absolument fondateurs, qui se déroulent sur 4 terrains totalement distincts, qui n'ont aucun rapport de causalité entre eux, mais en même temps, pris ensemble, ces 4 événements changent la vision que le Moyen-Orient a de lui-même. Je ne respecterai pas la chronologie interne de ces événements-là. Je commencerai par la reconnaissance d'Israël par l'Égypte, qui a créé effectivement un effet de choc. L'Égypte, qui jusqu'à maintenant paraissait comme constituer vraiment la tête de front de résistance, de ce qu'on appelait le front de résistance contre l'impérialisme américain et contre le sionisme, s'effondre ou change de camp. Et cela marque un coup, donne un coup effectivement assez mortel à ce qu'on peut appeler la gauche nationale arabe, ou le socialisme national arabe, qu'il faut distinguer malgré tout du national-socialisme, mais qui est une version, voilà, effectivement nationalisée, extrêmement nationalisée, du socialisme relativement spécifique. Un deuxième événement qui a lieu au cours de cette année, l'occupation de l'Afghanistan. Il y avait déjà le début d'une contestation armée en Afghanistan. L'occupation de l'Afghanistan s'expliquait par énormément de facteurs internes, mais aussi externes à l'Union soviétique et à l'Afghanistan. Quoi qu'il en soit, cette occupation d'un pays de tiers-monde par l'Union soviétique marque cette fois-ci un coup d'arrêt, donne un coup d'arrêt à ce qu'on appelle la gauche internationaliste arabe. Donc vous voyez, vous avez vraiment l'effondrement de 2 types de gauche à cause de 2 événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et la même année, vous avez une insurrection à la Mecque. Ce sont les frères musulmans qui n'ont aucun rapport avec l'organisation frères musulmans. Ce sont les frères musulmans saoudiens qui organisent effectivement cette occupation.
Sans doute, la famille de Ben Laden est en partie impliquée. Et cet événement est extrêmement important parce que, pour la première fois, on voit que l'islam sunnite peut avoir une dimension radicale. Jusqu'à maintenant, l'islam sunnite était considéré comme finalement cet islam absolument obéissant au pouvoir, un islam conservateur, sans dynamique de radicalisme. Et d'ailleurs, la politique américaine se basait sur la constitution d'une ceinture verte, autrement dit islamique, pour endiguer les effets du communisme dans la région. Et bien sûr, l'autre événement que vous connaissez tous, on en a beaucoup parlé cette année, c'est la révolution iranienne, qui commence comme une révolution de gauche, mais avec l'entrée en lice des forces conservatrices, notamment le clergé et les gens du bazar, les bazaris, gagne une dimension à la fois extrêmement radicale, infiniment plus radicale que toute contestation de gauche qu'on avait eue dans la région, mais aussi extrêmement conservatrice. On est en face d'une révolution conservatrice. Donc 4 événements qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres, sur 4 terrains différents, qu'un historien peut très facilement analyser. Et en même temps, quand vous prenez les effets que ces événements-là créent sur les subjectivités, vous avez une situation entièrement différente. La gauche est morte, la droite islamiste ou islamique est devenue, a gagné une dimension révolutionnaire. La syntaxe politique sur laquelle j'insisterai a complètement changé. L'imaginaire a complètement changé, et je viendrai tout à l'heure, y compris la perception du corps, les techniques du corps. En quelque sorte, effectivement, les repères ont disparu, et je dirais que, mis à part dans l'espace kurde et l'espace palestinien, la gauche commence à s'effondrer ou devient un mouvement de l'exil intérieur. Et cela est d'autant plus important que durant cette période-là, l'Amérique latine connaît une évolution très différente. En Amérique latine, on a la révolution sandiniste de Nicaragua. En Europe, la gauche est encore assez puissante, mais la gauche révolutionnaire, après l'assassinat de Aldo Moro en Italie en 1978, perd toute crédibilité. Et on a, par l'ensemble de ces biais-là, une sorte de divorce entre le Moyen-Orient et le reste du monde européen, mais aussi latino-américain. La décennie d'après sera la décennie des guerres. Il y aura la guerre Iran-Irak, la guerre d'Afghanistan. Vous allez avoir une intensification de la guerre civile libanaise qui en réalité a commencé en 1975. À la fin de la décennie, on a quelques espoirs de la démocratisation du Moyen-Orient, parce que 1988-89, voilà, effectivement, c'est ce qu'on appelle la 3e vague de démocratisation dans le monde, après la chute des régimes autoritaires en Grèce, en Espagne et au Portugal. Les années 80, sont les années de la chute des dictatures militaires en Amérique latine. Et 1989, bien entendu, c'est la chute des dictatures de l'Europe de l'Est. Donc, on espère que le Moyen-Orient va devenir le prochain terrain de cette démocratisation. Cela ne se fait pas. La première guerre du Golfe, cette fois-ci la guerre du Koweït, qui se suit par une opération américaine, la guerre civile algérienne, qui va devenir l'une des guerres civiles les plus atroces du XXe siècle, la guérilla islamiste en Égypte, la guerre de Bosnie, qui va avoir un impact sur le monde musulman, la guerre de Tadjikistan, qui va avoir un impact quand même considérable, la guerre civile tadjik, et la guerre de Tchétchénie. Une fois que ces guerres sont terminées, on pense qu'effectivement, voilà, les régimes autoritaires vont désormais s'effondrer, l'islamisme commence à devenir conservatrice, perdant un peu de son dynamisme révolutionnaire, mais tout de suite après, vous avez les attentats de 11 septembre. Ces attentats sont suivis par toute une série d'autres attentats, par l'implantation de Al-Qaïda dans la durée, et vous avez dans la foulée aussi la guerre civile, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak et la 2e intifada, qui va devenir l'une des intifadas les plus autosacrificielles du monde arabe. Et les années 2010, malgré les promesses de 2011, vont être marquées finalement par les nouvelles guerres dans lesquelles on est toujours. Et quand on prend cette histoire longue, on a l'impression que l'année 1979 a duré pratiquement 40 ans, ou peut-être que l'année 1979 dure encore.
Et cela explique aussi peut-être la défaite d'une grande partie des révolutions arabes de 2011. Dans mes lectures sur cette révolution, j'avais fait une comparaison avec 1848, la révolution de 1848, à propos desquelles Marx disait, sauf exception, tous les chapitres de ces révolutions s'appellent la défaite. Au Moyen-Orient aussi, mais en 1848, les défaites étaient dues à des raisons absolument différentes et non pas à un héritage près 1848, alors qu'aujourd'hui au Moyen-Orient, on a l'impression que l'héritage de 1979, donc 40 ans après, l'héritage de 1979 est encore extrêmement vivace. En partant de cette très brève introduction, je souhaite insister sur 7 points qui essaieraient, disons, de couvrir les 40 dernières années dans leur complexité. Le premier élément à prendre en considération, c'est l'élargissement du Moyen-Orient à la faveur de ces événements-là. Sans doute en 1978, les intellectuels arabes savaient où se trouvait l'Afghanistan. Il n'y avait aucune raison qu'un jeune arabe arrive à situer l'Afghanistan sur la carte. Or, très peu de temps après, on voit se mettre en place une transhumance militaire à une très grande échelle. L'Afghanistan devient en quelque sorte ce point de romantisme, cet appel de romantisme, d'un noir romantisme qui va devenir absolument central dans l'imaginaire arabe. Au même moment, vous avez effectivement la révolution iranienne et Peshawar, la ville pakistanaise où vont ce qu'on appelle les Arabes afghans et Téhéran vont devenir en quelque sorte des modèles pour le monde arabe. Le monde arabe cessera d'avoir ses propres modèles, que ce soit Damas, que ce soit Bagdad ou le Caire, surtout le Caire, ou alors Beyrouth. Le monde arabe va avoir ses sources d'inspiration désormais dans ces deux capitales qui sont absolument extérieures, l'une pakistanaise, mais dans le service du djihad en Afghanistan, et l'autre qui va être effectivement dans une terre chiite. Cet élargissement va aussi continuer une décennie après. Je crois que très peu de chercheurs auraient pris en considération l'Algérie ou la Tunisie dans l'analyse qu'ils faisaient du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient s'arrêtait en gros en Égypte, alors que les années 90, l'Algérie s'impose comme le lieu de djihad par excellence. La route de Jérusalem passe par Alger. C'est l'un des slogans qui est répété assez constamment par les islamistes. Et vous avez, par ce biais-là, un deuxième élargissement. Et un troisième élargissement qui va avoir lieu par la suite, cette fois-ci vers l'Afrique noire, surtout après la chute de Kadhafi, qui servait en quelque sorte d'assurer la fonction d'une frontière militarisée. Et donc, du coup, ce Moyen-Orient qui a été pensé au XIXe siècle, et Henri Laurence l'a montré comme la Terre Sainte, ça veut dire couvrant finalement un mouchoir de poche qui va de Sinaï à la Jordanie actuelle, ce Moyen-Orient, au cours de ces 40 dernières années, a connu une extension absolument incroyable. Et cette extension signifie aussi que quelqu'un comme Zawahiri ou Ben Laden, l'Égyptienne et yéméno-saoudienne, ont pu jouer un rôle absolument important dans la constitution d'une force djihadiste en Afghanistan, mais aussi que quelqu'un comme Zarqawi, de cette ville de Zarqa que personne ne connaissait et franchement qui n'est pas la ville la plus intéressante de tout Moyen-Orient, a pu devenir un commandant en Afghanistan et par la suite devenir le grand-père de l'État islamique en Irak. Donc vous voyez les modes de circulation qui ont eu lieu. Ou un Jordanien marié à une Turque sur un site de rencontre islamique sur Internet, qui va organiser un attentat, l'attentat le plus meurtrier, contre une base de la CIA en Afghanistan. Quand on passe effectivement à cet élargissement du Moyen-Orient, cet élargissement, ce n'est pas uniquement dans les imaginaires, mais c'est dans la circulation même des humains.
Et cette transhumance a concerné sans doute quelques 40 000 personnes dans les années 80. Al-Qaïda n'a jamais été très importante numériquement, mais on sait l'impact symbolique qu'il a pu avoir. Et dans les années 2010, une estimation vraiment à la louche que je peux faire, c'est que quelques 200 000 djihadistes ont bougé à travers la région. Donc, un élargissement par le mouvement. La mobilité militarisée devient en quelque sorte l'élément central de cette région. Et arrive Benoît, que je salue. Donc un premier élément, effectivement, cet élargissement du Moyen-Orient, cet élargissement qui est dans les subjectivités. Effectivement, je veux dire, les références qui viennent de Peshawar et de Téhéran ne sont pas du tout des références neutres, des références qu'on reçoit exclusivement passivement, ou même si on les reçoit passivement, comme dirait Kenneth Thompson, on les utilise de manière extrêmement active. Donc, dans les transformations, dans les subjectivités, dans les régimes de subjectivité, mais aussi des transformations assez radicales, très concrètement, en termes de mobilisation et de socialisation. Un deuxième point qui est extrêmement important à prendre en considération, c'est que la problématique de l'État change considérablement. Vous avez mentionné effectivement ces États qui ne sont plus du tout en mesure d'assurer le service ad minima dans le domaine de la sécurité, de la santé, de l'emploi, de l'éducation. Et là, on voit que les transformations des 40 dernières années ont été absolument centrales. Michael Hudson, qui est un très bon chercheur sur le monde arabe, écrivait en 1978 un livre qui s'appelait la question, je ne me rappelle plus le titre exact maintenant, The Legitimacy of Arab State ou quelque chose comme ça, donc la question de la légitimité de l'État arabe, et il disait qu'aucun régime arabe à l'avenir ne pourra faire abstraction du socialisme pour pouvoir se légitimer. Or, ce thème de socialisme comme source principale de légitimation, et le socialisme étant entendu à la fois comme la défense de la cause nationale, mais aussi la défense de la justice sociale, etc., c'est totalement effondré. Et dans les années 90, on a vu émerger des États sans hégémonie, des États sans dynamisme, des États parfois ouvertement prédateurs. Et cette transformation a aussi rendu en quelque sorte caduc le débat sur la question de l'État. Effectivement, dans les années 90, on discutait encore énormément de l'État arabe. Il y a eu 4 volumes absolument monumentaux qui ont été rédigés durant ces années-là, qui s'appellent The Arab State. Mais avec cette violence répétitive, interagissante, cette question même de l'État, de la nature de l'État, est devenue en quelque sorte assez caduque. Est devenue assez caduque parce que d'un côté, on a assisté à une transhumance militaire. Cette transhumance militaire signifie que l'État n'assure plus, même théoriquement, sa prétention d'être le monopole des instruments de coercition. On assiste à la transformation des frontières en lieu de production d'une violence extrême, alors que d'habitude, comme le dit Giddens, la frontière est la digue de la violence de la nation. La frontière sépare les deux ondes de la violence. Or, quand vous avez la frontière qui devient le lieu non pas de séparation de la violence, mais de la production de la violence, dans ce cas-là, vous ne pouvez plus être dans une logique d'État classique. En troisième lieu, la distinction entre l'État, l'acteur étatique et l'acteur non étatique disparaît. L'État devient une forme de milice, alors que bien des groupes non étatiques, comme le Hezbollah, mais on l'a vu aussi à travers l'État islamique récemment, ont la capacité de se transformer en des structures quasi-étatiques. Donc une double transformation. Une double transformation qui fait que finalement l'État lui-même devient une milice. Et un tel État nous renvoie à l'analyse de Charles Tilly, mais aussi de Weber. Très souvent, on a très mal lu Weber, où on a transformé Weber vraiment en un slogan avec cette idée de monopole de violence. À vrai dire, Weber, dans son analyse de la violence, montre que l'État naît comme un groupe criminel, prédateur, taxateur, qui taxe, et en même temps un groupe criminel qui, de force,
s'empare effectivement des ressources, à la fois financières, mais aussi militaires, à savoir de la violence d'un groupe donné. Et ce n'est que le processus de civilisation, d'institutionnalisation, qui fait que l'État devient ce qu'on connaît. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque l'État connaît le cheminement à l'envers, autrement dit, sort de sa structure étatisée, bureaucratisée, institutionnalisée, pour redevenir une forme milicienne. Et ce phénomène-là s'observe dans pas mal d'endroits au Moyen-Orient, pas uniquement en Afghanistan. L'Afghanistan est bien entendu un exemple, mais aussi dans un pays comme l'Irak, et pas depuis hier, dans un pays comme le Yémen, dans un pays comme la Libye, dans un pays comme la Syrie, a fortiori dans un pays comme la Syrie. Et donc, du coup, je crois que la question même de l'État, le débat sur la nature même de l'État, commence à perdre énormément de pertinence. Bien entendu, pas partout. Voilà, la Tunisie de Ben Ali, mais malgré tout, la Syrie de Bachar al-Assad, il n'en reste pas moins que ce phénomène peut s'observer un peu partout. En troisième lieu, je dirais que si l'espace du Moyen-Orient s'est élargi, donc il y a eu cette extension du Moyen-Orient par la transhumance militaire, parallèlement, la notion du temps a été redéfinie au Moyen-Orient et on a assisté à une sorte de destruction du temps. Le temps et l'espace sont absolument centraux dans la conception d'une société, dans toute institutionnalisation, dans toute étatisation. Car ce qu'on peut appeler la civilisation, et c'est l'un des propos aussi de ce livre qui circule, ce qu'on peut appeler la civilisation, pas la civilisation chinoise, américaine ou tout ce qu'on peut imaginer, la civilisation tout comme Ibn Khaldoun ou les Lumières l'entendaient, ce qu'on appelle la civilisation, c'est la capacité de convertir le temps en espace, d'utiliser le temps pour penser l'espace, transformer l'espace, et la confiance dans le temps et dans l'espace. Quand vous avez une situation de guerre permanente ou de violence permanente, cela signifie que non seulement vous brutalisez l'espace, mais que le temps devient quelque chose qui vous échappe, la maîtrise du temps, la confiance dans le temps vous échappe, et la potentialité d'entrer, de sortir de la civilisation, d'entrer dans une phase de décivilisation s'impose beaucoup plus que par le passé. Et on voit cela à travers les phénomènes de génération. Il y a d'un côté effectivement des générations qui ont été actives depuis 1979 et qui sont toujours actives. Vous ne pouvez absolument pas imaginer Al-Qaïda sans prendre la génération de 79, que ce soit Al-Zawahiri, que ce soit Al-Zarqawi assassiné aujourd'hui, Al-Souri, Al-Masri, Al-Libi, etc. Les grandes figures de cette période-là sont toujours là. Et de l'autre côté, les générations qui leur ont succédé, y compris Al-Baghdadi, le calife, ont connu ce sont des générations en quelque sorte de brutalisation du temps. C'est parce qu'il y a eu une brutalisation du temps que ces gens-là sont pratiquement nés dans la violence, on était socialisés dans la violence, et ces générations, on était des reproductrices de la violence dans le temps. Et en ayant hérité la destruction du temps et de l'espace comme le seul capital en quelque sorte qu'ils pouvaient disposer, ils sont parvenus effectivement à reproduire ce capital de destruction aussi dans le temps et dans l'espace. Et je crois que, imaginez-vous une guerre de 40 ans en France aujourd'hui, ou une violence révolutionnaire massive qui durerait 40 ans, avec la destruction des repères, vous pouvez absolument voir effectivement comment la capacité de faire société disparaîtra. Un quatrième élément qui me paraît très important, c'est que la langue politique a changé en 40 ans, mais aussi la notion du corps a changé. La langue politique a changé. Si je devais prendre... je vais prendre aussi ma génération, donc voilà, parce que je répète souvent que 1979 a été la dernière année de mon temps générationnel, que je vis et survis en sursis depuis. 1978-1979, si vous prenez quelqu'un de 20 ans, il vous aurait parlé du socialisme, il vous aurait parlé de l'alliance ou de la fraternité des peuples opprimés et des classes opprimées des peuples oppresseurs.
Il vous aurait parlé de la tricontinentale. La tricontinentale, l'imaginaire d'une fraternité imaginaire entre l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, dans leur lutte commune contre l'impérialisme. Il vous aurait parlé de l'émancipation féminine comme découlant automatiquement de l'émancipation des classes opprimées et des nations opprimées. 2 ans après, si vous prenez le même jeune, il vous aurait parlé de la complémentarité entre les hommes et les femmes. Il vous aurait parlé de Darul Islam et de Darul Harb, autrement dit le territoire, la maison de la guerre et la maison de l'islam. Il vous aurait parlé de djihad, la 6e obligation, le 6e pilier de l'islam. Donc vous voyez, en très peu de temps, la langue politique, la syntaxe politique ancienne est devenue caduque, mais a été remplacée dans une urgence révolutionnaire qui était toujours là par un autre langage écartant explicitement l'universel. Je reviendrai sur ça, je n'ai pas du tout la nostalgie des années 60-70. Au contraire, je pense qu'il faudrait être extrêmement critique par rapport à ces années-là et les formes de violence qui ont pu voir le jour durant ces périodes-là. Mais il n'en reste pas moins que dire que on est dans la tricontinentale, que l'Amérique latine, l'Asie et le Moyen et l'Afrique font partie d'une même entité, et qu'on se bat contre l'impérialisme pour aussi émanciper les classes opprimées des sociétés ou des pays impérialistes, vous ouvre une perspective universaliste. Ce qui explique que vous pouvez facilement traduire, y compris visuellement, la littérature révolutionnaire, les affiches révolutionnaires de l'Amérique latine de cette période, en turc, en persan, en dari ou en arabe. Or, si vous avez remplacé cela par la Darul Islam et la Darul Kuffar, la maison de l'infidélité, de l'incrédulité et de la maison de l'islam, et que la première maison est la maison de la guerre, vous ne pouvez plus avoir de perspective universaliste. Mais le corps aussi a changé. On est passé d'un régime de corporité jeune, d'une idéologie jeuniste, vers une idéologie vieilliste. Voilà. Le régime de jeunesse a commencé dès 1908 au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient n'est absolument pas une exception de ce point de vue-là. Je crois qu'effectivement, on peut aussi s'intéresser à d'autres pays du monde, mais les généraux les officiers qui renversent le sultan Abdulhamid en Turquie et les intellectuels qui les accompagnent ont 25-26 ans et ils vont dans une perspective chiliastique, d'ailleurs conduire l'Empire ottoman à sa perte après avoir réalisé un génocide. Quand vous regardez les années 1920 et 1930, vous êtes en face de la génération jeune, du corps jeune. Quand vous prenez les années 50, 60, 70, vous êtes en face d'un corps jeune. Nasser, quand il prend le pouvoir, il n'a que 34 ans. Kadhafi, quand il prend le pouvoir, il n'a que 29 ans. Et ce qui symbolise le corps au Moyen-Orient, le corps politique au Moyen-Orient, c'est d'un côté Nasser, de l'autre côté Arafat, ce corps à l'époque svelte. C'est Leila Khaled, la première pirate de l'air, une très belle femme, qui a été d'ailleurs mise en scène dans les versets sataniques de Salman Rushdie. Donc effectivement, ce sont ces corps en quelque sorte militaires, civils, virils, y compris lorsqu'il s'agit des femmes, qui projettent la nation dans l'avenir parce qu'ils sont jeunes, qui représentent le corps révolutionnaire au Moyen-Orient. C'est en gros le Fidaï. Or, quand vous entrez en 1979 et a fortiori dans les années 1980, vous avez 2 ou 3 autres corps qui émergent. Et ces corps-là sont des corps vieux. Ce sont des corps souffrance. Ce sont des corps fidélité. Ce sont des corps authenticité. Ce sont des corps qui se battent au nom des valeurs. Et ce sont des corps qui demandent revanche, vengeance au nom de ces valeurs. Le corps fantôme de Saïd Qutb, exécuté à 60 ans en 1966, le grand révolutionnaire islamiste, qu'on considère tous un peu comme le Lénine de l'islamisme, le Lénine de que faire de l'islamisme, qui a été pendu par le régime de Nasser, qui a refusé d'être gracié,
et lequel régime par la suite a reconnu Israël. Le corps de Khomeini, 80 ans, en 1979, ce corps extrêmement svelte, grand, d'une théâtralité incroyable, ou le corps de Cheikh Yassine, totalement paralysé, qui ne peut pas s'auto-alimenter, qui ne peut pas être mobile. Donc, vous avez tout d'un coup, effectivement, un changement de corps qui émerge, et ce changement de corps change aussi la notion de la violence, parce que la violence devient désormais une violence sacrificielle. Une violence sacrificielle parce que le corps vieux rejette la génération des pères, la génération de ses enfants qui ont trahi, en fait appel directement à la génération jeune, à la génération qui a 15 ans, 20 ans, 30 ans, lui demande le sacrifice de soi pour venger les souffrances que lui, en tant que corps vieux, est dépositaire et porteur. Et dans le cas de Khomeini, cela est impressionnant parce que Khomeini a perdu son fils Mustafa en 1977. Beaucoup ont accusé les services de renseignement iraniens. Très probablement, les services de renseignement iraniens n'y étaient pour rien, ou peut-être qu'ici, on ne sait pas. Donc, du coup, effectivement, il porte le deuil de son fils, mais il porte aussi le deuil de Karbala, le deuil de petit-fils du prophète Hussein. Et donc, du coup, vous voyez, le corps de Khomeini, c'est le corps qui abrite tous les martyrs du chiisme, présentés comme tous les martyrs de l'islam. Et donc, du coup, le sacrifice qui est demandé aux jeunes, c'est le sacrifice pour venger la totalité de ces corps. Cela est également vrai de Cheikh Yassine, le Palestinien, comme j'ai dit, incapable de s'alimenter, mais qui incarne en quelque sorte la cause palestinienne dans sa totalité. Et cela ne change pas uniquement le régime de violence. On passe d'une violence que je peux considérer comme positive, non pas parce que je considère que cette violence était positive, mais une violence constructrice d'une société à venir, donc d'une telle violence optimiste comme Nasser l'imaginait, comme Arafat l'imaginait, comme Leila Khaled l'imaginait, vers une sorte de violence basée sur le sacrifice. Donc le sacrifice devient infiniment plus important que la cause de la société à construire. Et dans cette perspective, même quand on réussit, on est dans un régime de mélancolie permanent. La mélancolie, en quelque sorte, devient la condition ontologique à la fois de la violence, mais aussi des auteurs qui ont recours à la violence, qui légitiment la violence. Entre cette transformation ontologique, et on travaille sur l'ontologie, on transforme l'ontologie, et le passage au nihilisme, je crois qu'il y a un pas à franchir, un seul pas à franchir, et quand on lit Roland Barthes, mais aussi Hannah Arendt, on peut parfaitement avoir des formes de nihilisme qui se présentent comme l'acte de vengeance de Dieu. Donc a priori, ne part pas de l'hypothèse que la terre est devenue, que Dieu est mort et que la terre est devenue orpheline, mais il n'en reste pas moins que dans cette réhabilitation du Dieu, de l'instance de création, introduit néanmoins le néant. Et on voit ainsi d'ailleurs que très rapidement on va passer d'un régime sacrificiel à un régime de violence autosacrificielle, l'autosacrifice, la purification de son corps afin de pouvoir le sacrifier. Le 11 septembre a été très clairement ça. Le 11 septembre, c'était en plus avec des rituels tout à fait planifiés. Je veux dire, quand vous voyez par exemple le testament de Mohamed Atta, qui était l'un des pirates de 11 septembre, vous êtes absolument impressionné. Dans un syncrétisme total, qui n'a rien à voir avec l'islam, lavez mon corps à l'eau de Cologne, alors que dans l'islam, on ne lave jamais le corps des martyrs, puisque les martyrs ont déjà gagné l'au-delà par le fait de témoigner pour une ultime fois de l'unicité de Dieu et de la prophétie de Mohammed. Donc, lavez mon corps à l'eau de Cologne, interdisez aux femmes de venir à ma tombe. Et en même temps, donc effectivement, voilà, la purification absolue, et de l'autre côté, les attentats du 11 septembre, donc la destruction de soi. Donc, voilà, et ce n'est pas du tout par hasard qu'à partir des années 80, mais surtout, à partir des années 2000, on assiste à cette multiplication
des actes autosacrificiels. Juste pour vous donner un exemple, 1000 attentats suicides de 2003 à 2010 en Irak exclusivement. Or, que veut dire l'attentat suicide? L'attentat suicide, ça veut dire tout simplement la destruction du temps et de l'espace. Le présent ne devient plus du tout, ou cesse d'être le lieu de penser le passé, d'interpréter le passé et de se projeter dans l'avenir. L'espace devient non pas le lieu de négociation, de construction de quelque chose, et la destruction de l'altérité, car l'attentat suicide signifie tout simplement qu'après vous avoir purifié, vous vous dissolvez au sens propre du terme dans le corps qui vous considérez comme le corps ennemi, vous tuez l'autre au sens propre du terme dans votre propre corps. L'autre est éliminé dans vous. Votre corps devient effectivement le lieu du meurtre de l'autre dans votre enveloppe corporelle qui est purifiée au préalable. Donc là, je ne sais plus si on sera en anthropologie, si on sera en psychanalyse, on n'est définitivement plus en sciences sociales. Ça, je veux dire, là, c'est absolument sûr. On est vraiment dans une dimension très différente. Un cinquième élément qui me paraît vraiment très important à prendre en considération, c'est que on assiste à une violence qui effectivement exclut l'universel. Et dire effectivement on est sorti de la tricontinentale, désormais on est dans l'affrontement mortel entre la Darul Islam et la Darul Harb, la maison de l'islam et la maison de la guerre le montre, donc on n'est plus du tout dans l'universel, mais plus on sort de l'universel, plus la guerre qu'on mène devient une guerre interne. La guerre de l'islam, ou la guerre qu'on présente comme celle de l'islam contre la maison de l'injure, la maison de la guerre, finit par devenir de plus en plus une guerre entre l'islam, au sein de l'islam, une guerre de fitna, la discorde. Et c'est vrai que c'est une guerre aussi qui doit amener sa propre censure avec elle, parce que l'islam n'a jamais voulu voir pourquoi, alors que le corps du prophète n'était pas encore refroidi, que l'islam est entré en guerre civile, pourquoi la dynamique de pouvoir l'a emporté de loin sur toute dynamique de moralité, pourquoi l'impérialisation de l'islam est allée de pair avec une brutalisation qu'on observait déjà dans les pratiques, pourquoi le petit-fils de Mohammed a été tué. Toutes ces questions-là ont été interdites. Et la réponse de l'islam à ces questions-là, c'était de prôner une doctrine d'État qui légitime tout pouvoir, y compris tout pouvoir tyrannique. On supprime totalement la question de la légitimité du pouvoir. Le pouvoir doit être obéi, car c'est la condition de ne pas retourner dans la discorde. Pour sortir de la guerre civile, il faudrait une obéissance absolue au pouvoir. Sauf que, comme Leila Babès l'a montré, de l'autre côté, l'islam exige que la société soit juste. Ça veut dire que s'il y a la quête de la justice, dans ce cas-là, tout pouvoir est de fait soupçonné d'être illégitime. Et donc, du coup, d'un côté, vous reproduisez la tyrannie dans le temps, et de l'autre côté, vous reproduisez aussi la violence qui se présente comme anti-tyrannique et eschatologique, par définition eschatologique, dans le temps. Mais donc, cette question de censure est extrêmement importante. La censure dans l'histoire de l'islam, la censure concernant, par exemple, le statut du Coran. Le troisième calife de l'islam a été tué parce qu'il a été accusé d'avoir falsifié le Coran. Donc, quand vous avez ces éléments-là, quand vous construisez un si épais mur autour de l'islam, vous ne pouvez que retomber dans la guerre civile. Et c'est ce qui s'est fait exactement. On est tombé effectivement dans la guerre civile entre les musulmans. Donc, d'une guerre contre la maison de la guerre, l'Occident, on est entré dans une guerre, cette fois-ci presque social-darwiniste, qui considère presque l'autre confessionnellement déterminé ou défini comme son ennemi biologique. Les exemples, la confiscation de pouvoir. 1979, c'est aussi l'accession, cher Benoît, j'avais insisté un peu sur l'importance de l'année 1979 au début de mon intervention. 1979, c'est aussi
l'ascension au pouvoir de Saddam Hussein à la présidence. Il était toujours là en tant que numéro 2. Et le beau-père de Saddam Hussein, écrivant, publiant 2 ans après un livre, 3 choses que Dieu n'aurait jamais dû créer: les mouches, les juifs et les persans. Entendez, les chiites. 1970, c'est la confiscation de pouvoir par la famille de Al-Assad, qui ne représente pas, certainement pas la totalité des Alaouites en Syrie, mais en même temps qui émane de cette communauté. Et on comprend pourquoi, rapidement, de 2004 à 2007, il y a eu une guerre, une double nettoyage ethnique en Irak, chiite, sunnite. Certes, les Américains y étaient pour quelque chose, mais la question c'est aussi comment une société peut en arriver là. Et comment nier aujourd'hui que depuis 2012, finalement, la Syrie, le conflit syrien, s'est totalement confessionnalisé et s'est djihadisé. Et aujourd'hui, on peut dire que la quasi-totalité des victimes des guerres des musulmans ou les guerres dans la terre de l'islam sont des musulmans eux-mêmes. Et cela est également le cas dans un pays comme le Yémen. Et donc, du coup, voilà, plus vous construisez une suridentité en quelque sorte, qui écarte absolument toute altérité, toute universalité, plus le conflit finit par devenir un conflit interne, d'où la destruction de ce processus de destructeur et d'autodestructeur de l'islam. Avec peut-être des scénarios malgré tout un peu différents. On sait que le chiisme, la radicalité chiite renforce la communauté chiite, alors que la radicalité sunnite devient une sorte de surradicalité et détruit la communauté sunnite. Un sixième élément qui intervient, c'est que faire dans ce cas-là. Voilà, une guerre de 40 ans, mais comment définir la guerre et comment définir la violence? Classiquement, on fait une distinction entre la guerre qui se mène à l'extérieur et la notion de violence qui est interne. Sauf que Frédéric Gros, qui est l'un des disciples posthumes de Michel Foucault et l'un de ses éditeurs, a proposé la notion de l'état de violence. Qu'est-ce qu'un état de violence pour Frédéric Gros? Un état de violence pour lui, c'est l'existence des discontinuités, c'est la fin des discontinuités. Pour Frédéric Gros, il y a une discontinuité entre la guerre et la paix, entre la mobilisation et la démobilisation. Il y a une discontinuité entre la sécurité privée et la guerre qui est une prérogative westphalienne. Il y a une discontinuité entre l'armée et la police. Et pour Frédéric Gros, dans les démocraties actuelles, depuis 20 ou 30 ans, on assiste à la fin des discontinuités. Il n'y a plus de période de démobilisation. La limite, la frontière entre l'interne et l'externe a totalement disparu. Entre la sécurité privée et la sécurité officielle publique, il n'y a plus de distinction. Entre l'armée et la police, il n'y a plus de distinction. Donc c'est fluidité qui marque les discontinuités. Et je crois que là, c'est quelque chose qu'on observe aussi sur le terrain. Au Moyen-Orient, cette discontinuité ont disparu depuis pas mal de temps, et comme j'ai dit, la transhumance militaire, le nouveau statut des frontières comme lieu de production d'une violence extrême, la fin de la distinction entre les acteurs étatiques, les acteurs non étatiques, la transformation des États en une sorte de milice, l'étatisation des milices, tout ceci, ça montre effectivement qu'on n'est plus du tout dans ces catégories claires sans lesquelles on ne peut pas du tout penser la politique, encore moins le politique. Mais on peut aussi, partant de cette notion, essayer de comprendre pourquoi les anciens ne faisaient pas la distinction entre la guerre et la violence. Et pourquoi la notion de Gewalt en allemand, qui est vraiment à la fois domination, guerre, violence, contestation, qui est une sorte de fourre-tout, est peut-être infiniment plus pertinent. Et c'est vrai que quand je lis quelqu'un comme Ibn Khaldoun, et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à la lecture d'Ibn Khaldoun avec mon ami et collègue Gabriel Martinez-Gros, mais aussi quand on lit Machiavel, quand on lit Hobbes, il n'y a pas de distinction entre la violence
est la guerre. Peut-être cela s'explique en partie par le fait que cette distinction a été introduite et sacralisée pratiquement en 1648, les traités de Westphalie, pour permettre de sortir de la guerre des 30 ans précisément. Et donc là, on peut dire qu'effectivement, voilà, à partir de ce moment-là, la sagesse internationale a voulu qu'on exige des États de pacifier leur territoire, la souveraineté absolue, mais à condition de pacifier le territoire, et que la guerre a été réservée à des activités à l'extérieur des frontières. Cela pourrait faire sens. C'est d'ailleurs aussi la théorie de quelqu'un comme Norbert Elias, de quelqu'un de toute la sociologie allemande qui est basée un peu sur ça. Mais on peut peut-être aussi faire l'hypothèse que si Ibn Khaldun ne fait pas la distinction entre la guerre et l'État et la violence, c'est qu'il y a un continuum vraiment existentiel entre ces deux activités-là. L'impossibilité absolue de distinguer la guerre et la violence, parce que les deux s'exercent à partir des mêmes dynamiques, en mobilisant les mêmes structures, en exerçant, en capitalisant sur les ressources fiscales et de violence dans les deux cas, et en les gaspillant aussi simultanément sur les deux fronts. Et sans doute, je crois que pour Hobbes, si Hobbes ne fait pas une telle distinction, c'est que la question de la peur est tellement centrale chez Hobbes, et ce n'est pas du tout par hasard que Hobbes disait que la peur était sa plus grande passion dans le sens ancien du terme. Et donc tout le Léviathan est exigé, est pensé en fonction de cette peur. Et donc peut-être qu'effectivement, si les anciens ne font pas cette distinction, cette absence de distinction est en soi heuristiquement extrêmement importante. Et cette absence de distinction est d'autant plus importante que dans le cas de Hobbes, on insiste beaucoup sur le Léviathan, ce monstre qui surplombe la société pour lui assurer sa survie. Mais on oublie son deuxième livre qui s'appelle Behemoth, ce deuxième monstre qui surplombe la société pour mieux la détruire. Et donc la légitimation de Léviathan, de ce tyran chez Hobbes, n'est pas pour l'amour de tyran, mais précisément pour écarter cet autre tyran biblique, Behemoth, dont la fonction est effectivement de détruire la société elle-même. Et puis, mon septième et dernier point concernera le système monde, ou pourquoi le Moyen-Orient est sorti du monde en quelque sorte. Je crois que cela s'explique en partie par le fait qu'avec la révolution iranienne, avec l'ascension à la présidence de Saddam Hussein, avec l'autonomisation de la Syrie de Bachar al-Assad, de Hafez al-Assad, pardon, sans doute le Moyen-Orient est déjà sorti à partir de 1979 de la logique classique de la guerre froide. Sans doute il n'y avait plus la possibilité de réguler les conflits du Moyen-Orient en les calquant sur les conflits de la guerre froide dans les années 70-80. Cela n'est absolument pas vrai pour l'Afghanistan, bien sûr, parce que c'est l'Union soviétique qui est la force occupante du pays, et on sait que les Américains ont massivement armé les djihadistes en Afghanistan. Al-Qaïda, c'est en même temps un produit de l'aide américaine, alors que durant cette période-là, le numéro 2 du futur Al-Qaïda disait on se bat contre l'Union soviétique, mais n'oubliez pas que notre ennemi principal est l'Amérique. 82. Et il est ajouté, c'est Al-Zawahiri. Les soviétiques, on va les vaincre. Mais notre ennemi principal, c'est l'Amérique. Et donc, vous avez effectivement cette production de l'ennemi à partir d'une aide. Mais, quoi qu'il en soit, dans la guerre Iran-Irak et dans la guerre civile libanaise, on a l'impression que la capacité du Moyen-Orient, des acteurs étatiques, du système monde, d'intervenir pour réguler les conflits, arbitrer les conflits, se sont vus considérablement réduite dès les années 80. Et je crois que dans les années 2000, on voit cela encore plus clairement. Dans les années 2010, on voit cela encore très clairement, parce que la l'autonomisation des États, mais aussi la multiplication des acteurs capables de recourir à la violence est telle qu'il n'y a plus la possibilité d'intervenir de l'extérieur.
dans les années 90, 94, 95, Ghassan Salamé avait écrit un livre qui s'appelait L'appel d'Empire. Et il expliquait que les empires ne se constituaient pas uniquement parce qu'il y avait une expansion impériale, mais aussi parce qu'il y avait une demande. Et qu'au Moyen-Orient, aujourd'hui, en 1994, il disait, il y a une demande d'empire, une demande d'empire, un appel d'empire. Sauf qu'on a l'impression qu'effectivement, malgré le fait qu'ils ont été la seule superpuissance au Moyen-Orient, pendant très longtemps, les Américains n'ont pas pu s'imposer comme un empire. La capacité de produire un empire, de résoudre les problèmes des conflits internes ou d'arbitrer les conflits internes à partir d'une logique impériale externe n'a pas abouti ou ne s'est pas présenté. Donc je pense que de ce point de vue-là, on est en face vraiment des limites de système international d'intervenir pour réguler les conflits. Ou alors lorsqu'il y a une intervention, ça se fait de la manière de Poutine, à la manière de Poutine, de manière très cynique en Syrie. Mais on peut aussi se poser la question de la démocratie. Est-ce que les démocraties ne sont pas trop lâches ? Est-ce que les démocraties, à un moment donné, n'ont pas renoncé à toutes sortes d'interventions? Est-ce que les démocraties n'ont pas cessé de comprendre que quand il y a malaise dans la civilisation, quelque part, c'est malaise dans la civilisation d'une manière générale? Est-ce que les démocraties n'ont pas compris que lorsqu'on abandonne un territoire à des antidémocraties, à des régimes dictatoriaux, cela c'est l'abandon tout court de la cause démocratique? Je crois que, bon, voilà, là on voit très clairement que nos démocraties ont totalement capitulé devant ce qui se passe au Moyen-Orient, non pas parce qu'elles ne sont pas militairement présentes, mais tout simplement parce qu'il y a cette renonciation et le prix de cette renonciation est vraiment extrêmement élevé. Le prix est extrêmement élevé. Là, c'est des cas que je cite relativement souvent. Le 4-5 janvier 2014, la ville de Falloujah tombe dans les mains de l'État islamique. C'est le silence absolu à Washington, à Bruxelles, à Paris, à Londres, alors qu'Al-Qaïda, ou plutôt sa version ultra radicalisée, conquiert une ville de 350 000 personnes. Et je me rappelle qu'on était extrêmement inquiets, et quand je dis on, sans doute, on était plusieurs dizaines de milliers de personnes à être très inquiets, à saisir parfaitement ce qui s'est passé sur le terrain, sans pouvoir faire déplacer les lignes de force, où que ce soit. Et on a attendu le mois de juin pour que la ville de Mossoul tombe, 1 300 000 habitants, 80 000 hommes armés qui ont pris la fuite, 500 millions de dollars dans les caisses des banques de la ville, et le résultat a été Bataclan. Donc voilà, je crois qu'effectivement, à un moment donné, le fait que les démocraties renoncent à comprendre ce qui se passe ailleurs, renoncent à intervenir ce qui se passe ailleurs, ou alors lorsqu'elle intervient comme en 2003 en Irak, le font de manière la plus dévastatrice possible et la plus aveugle possible. Voilà, je crois qu'effectivement, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on paye le prix. Et puis, pour conclure, je dirais que l'une des questions qui se posent, c'est qu'effectivement, un tel rythme, voilà, quelques 40 ans, cela signifie quand même la perte de repères. Comment penser des événements aussi dramatiques que ce qui se passe en Irak? Comment faire l'histoire de la Syrie demain? Adorno disait qu'effectivement la Deuxième Guerre mondiale était aussi énigmatique que la guerre des 30 ans. Quand ça se terminera, plus personne ne comprendra qu'est-ce qui s'est passé, quand ça commençait, quel rapport avec la Première Guerre mondiale, avec Versailles, comment Hitler a pu devenir Hitler, etc. Et on a l'impression qu'effectivement aujourd'hui on est dans une situation analogue, c'est que les repères ont disparu. Et cette perte de repères est extrêmement dramatique pour une société, parce qu'une telle société ne peut absolument pas penser son passé, se doter d'une mémoire collective. Et là, dans ce livre qui circule, j'insiste un peu sur ce fait-là, dans un pays comme la France, par exemple, post-58, disons, il y a une dizaine ou une quinzaine de repères que chaque Français scolarisé en France, en tout cas, connaît. Donc voilà, depuis la Ve République, il y a 10 repères, 15 repères, qui ont changé qualitativement les choses, soit une présidence, soit un nouveau régime, soit quelque chose comme les contestations de mai 68, etc., qui peuvent effectivement faire sens. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez non pas 15 repères, mais des milliers et de milliers de repères?
Aucune société ne peut construire son histoire, penser son histoire à partir de dizaines de milliers de repères. Qu'est-ce qu'on fait comme dans un pays, la Syrie, on a en 2013 1200 milices. La Syrie n'est malgré tout pas gigantesque, 22 millions d'habitants. 1200 milices signifie que le temps est fragmenté en 1200 et l'espace est fragmenté en 1200. C'est que vous n'avez plus de continuité dans le temps et l'espace devient à tel point étriqué que vous ne pouvez plus avoir la mobilité. Et on comprend facilement pourquoi dans ces pays-là, de plus en plus, la mémoire est individuelle ou familiale, mais la possibilité de construire une mémoire collective n'existe plus. Bien sûr, il n'y aura pas, je ne ferai pas de prédiction concernant l'avenir, mais peut-être que je terminerai juste sur un point qui concerne, j'ai évoqué déjà la responsabilité des sociétés démocratiques, mais aussi la responsabilité des acteurs. Je pense que là, encore, on doit sortir totalement de la question des sciences sociales ou des perspectives des sciences sociales. Ce qui est absolument impressionnant dans cette histoire de 40 ans, c'est que je n'ai jamais lu personne à assumer des responsabilités dans cette situation. À qui appartient la responsabilité? La question de la responsabilité a été totalement écartée. Ce n'est pas quelque chose de nouveau ni spécifique au Moyen-Orient. Quand vous lisez les mémoires des membres du comité d'union et progrès qui ont quand même provoqué la perte de l'Empire ottoman et organisé un génocide, le génocide des Arméniens et des autres chrétiens, vous êtes impressionné de voir qu'il n'y a aucune acceptation de responsabilité. Ce qui est accusé, c'est la roue de la fortune. Voilà, vous tuez des millions de personnes et c'est la roue de la fortune qui est responsable. C'est la mission historique qui est responsable. C'est l'histoire qui est responsable. Et nous, on se considère comme des actants, autrement dit, qui actent au nom d'une mission qui leur est confiée, mais pas du tout en tant qu'acteurs. Quand vous lisez Hitler de 44, fin 44, Hitler dit si les Allemands devaient perdre la guerre, cela montrerait tout simplement qu'ils sont trop faibles pour la gagner. Et donc du coup, effectivement, voilà, vous avez 6 ou 7 millions de morts, le pays est en ruine, et je ne parle même pas de la Shoah. Et bien voilà, effectivement, les Allemands sont biologiquement trop faibles pour gagner la guerre, et bien qu'ils disparaissent. Et je crois qu'au Moyen-Orient, là, j'ai dit effectivement, voilà, la guerre Iran-Irak, la guerre d'Afghanistan, autant de violences, autant d'attentats suicides, etc. La guerre Iran-Irak, en plus, une des plus meurtrières. On oublie souvent le nombre de morts. 800 000 morts. Hein, donc voilà, on estime à 800 000. De part et oui, voilà. Million, voilà, effectivement, au moins 300 000 victimes hors guerre en Irak. Ah. Ou 100 000 exécutions après 91, etc. Et la guerre au Kurdistan d'Iran en même temps. Voilà, la guerre au Kurdistan d'Iran, la guerre chimique contre les Kurdes en Irak. Donc voilà, on peut vraiment multiplier autant qu'on veut, mais j'ai lu tout l'interrogatoire de Saddam Hussein. À aucun moment il y a eu une reconnaissance de responsabilité. Est-ce qu'on a pu faire quelque part faux pas? Est-ce qu'il y a eu quelque part une erreur? Etc. etc. Et cette question de responsabilité me paraît absolument centrale parce que d'une part, voilà, effectivement, je crois que de Aristote à Hannah Arendt, tout le monde a insisté sur cette notion de responsabilité. La liberté ne peut exister que lorsqu'il y a la responsabilité. Les deux vont de pair. Mais surtout, le fait de dire qu'effectivement, on n'est pas responsable, que ce qui se passe, soit on externalise la responsabilité, c'est l'Occident, c'est tout ce que vous voulez, etc., depuis les croisés, soit c'est la fortune, soit c'est tout ce que vous pouvez imaginer, notre faiblesse, la faiblesse de notre nation. Et je crois que, bon, à partir de ce moment-là, sans doute, si on veut repenser le Moyen-Orient, il faudrait aussi le repenser à partir de cette pédagogie de la responsabilité. Et comment cela va pouvoir se faire, ça c'est une autre question. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Pour laisser de la place pour la discussion.